Donc merci beaucoup à tous d'être là ce soir, en ces temps, je ne sais pas comment trop le dire, tourmentés, inquiets, et en plus sous le pluie, ça vraiment c'est double peine. Donc pour nous c'est pas tout à fait inédit, mais franchement moi je vais rien dire à part vous présenter. Mais ce qu'il y a de bien c'est que nous avons une très belle assemblée d'intervenants, qui en plus est un peu du quartier. Donc je vais commencer par justement Michel Debat, qui en plus nous fait le plaisir d'inviter juste à côté, alors c'est toujours agréable. Et donc ensuite avec Paul-Louis Roubert, qui ont dirigé cet ouvrage qui s'appelle Quand l'image agit, à partir de l'action photographique aux éditions Filigrane. Si j'ai bien suivi, il y a eu un colloque, et c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un acte de colloque, mais peut-être travailler un peu. Je vais te présenter d'où il vient aussi. Voilà. Il y a donc Alain Bernardini qui est présent, et il nous a confié quelques ouvrages que je vais faire circuler, qui lui appartiennent. Vous pouvez consulter. Voilà, on est parti là. Bonsoir. Et il y a. Est-ce qu'il est à boire? Si vous avez chacun. Oui. Et enfin, Jacinto Lavera qui est là aussi. Voilà, merci beaucoup à vous. Je vous laisse. En gros, la présentation, ça va être vous parler. Je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure ou plus si vraiment vous demandez plus. Et ensuite, vous pourrez discuter avec eux. Et à la fin, mais seulement à la fin, on boira un verre et on grignotera des petites choses. Voilà. Donc, mais vraiment, prenons le temps de discuter, d'échanger autour de ce que vous allez nous présenter. Je crois qu'il y a quand même pas mal de questions. Merci à toi. Donc merci Natacha, merci à l'atelier, merci à l'éditeur, et puis merci à vous tous qui êtes venus, voilà, malgré la pluie, malgré voilà, toutes nos obligations actuelles, entre autres. Bien, donc cet ouvrage, je ne vais pas prendre la parole longtemps, enfin j'espère. Juste vous le présenter l'ouvrage. Dans ce qu'il est, c'est un travail donc théorique qui se veut d'une part contemporain et actuel, autour de la photo et de l'image. Cet ouvrage, il s'inscrit sur deux plans. D'une part, dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle ACT, qui a été mis en place depuis déjà quelques années. Et un travail précédent a conduit à cet ouvrage. Ce travail précédent, donc construit dans un séminaire de recherche que j'ai intitulé Photographie en acte, donc qui a été accompagné par Jacinto Lavera à côté de moi, que vous connaissez sûrement, donc professeur, enfin il se présentera, qui est philosophe, critique et qui est à Paris 1. Et donc qui a bien voulu donc participer à ce séminaire à l'INEHA pendant 3 années, séminaire qui s'est conclu par aussi la première édition dans la collection théorique de Filigrane, où il y a eu évidemment d'autres auteurs, et qui s'est conclu par une publication collective en 2014 et qui s'est appelée Photographie en acte. Avec 2 items de verbes d'action. Alors, on ne se souvient plus, c'était représenter, reproduire, reprendre et transmettre, transposer, traduire, je crois. Voilà. Donc, alors, d'une part, cet ouvrage, donc le vert, s'inscrit dans déjà le bleu qui a fait cet objet de publication. Et d'autre part, donc,
il y a actuellement ce séminaire, à partir toujours de cet axe de recherche que j'ai intitulé Acte, dont il y a déjà 5-6 ans, qui continue avec Paul-Louis, la présence de Paul-Louis Roubert, donc à ma gauche, avec qui on travaille donc, dans la formation du Master photographique de Paris 8. Et donc, depuis 2 ans, cet axe de recherche photo en acte, c'est sous-traduit ou sous-nommé portrait d'activité. Voilà. Donc, il y a ces 2 pôles, un qui a été déjà conclusif, l'autre qui peut-être verra une autre conclusion, et au milieu, il y a eu en 2013 la proposition par l'université de mettre en place un projet de recherche, un recherche LabEx, laboratoire d'excellence, et dont j'ai demandé à Paul-Louis si ça l'intéressait, et évidemment, avec des profils tous les 2 différents, on s'est accordé sur la théorie de l'action photographique. Donc, cet ouvrage ici, c'est un verrou, c'est un entre en fait, un entre-deux, avec après le bleu, on pourrait dire, il y a eu le vert et il y a eu quelque chose qui est en train pour l'instant, et il y a eu donc ce projet de recherche qui s'est déroulé sur 2 années, et qui a vu sa conclusion par en effet un colloque, comme le disait Natacha, qui s'est donc formalisé en octobre, si je ne me trompe pas, 2015, au musée Magval. Et donc ce colloque posait, ou voulait se poser, la question de cette photographie, de cette image, en relation avec une autre articulation extrêmement contemporaine, qui est actuelle, qui est aussi donc contemporaine à ces questions sur l'image, qui a vu un développement de publications autour de la théorie de l'image, théorie du pouvoir de l'image, mais surtout de l'acte d'image. Et c'est là qu'on s'est retrouvé donc entre la théorie de l'action photographique, l'image, l'acte et, troisième contemporanéité, un constat, un épuisement d'une pensée théorique au moins occidentale, une pensée théorique qui nous a accompagnés tous plus ou moins en art plastique ou en photographie à partir des années 70-80, où il y a eu un objet que l'on connaît sur l'acte photographique qui était extrêmement intéressant, mais on voit bien, on ne va pas faire une histoire de la photo maintenant, peut-être qu'on en parlera si vous le désirez, mais on voit bien qu'il y a un épuisement d'une pensée de la photographie de manière moderniste, même si tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas très grave, on est là pour échanger justement. Et donc cette pensée de la photographie articulée sur l'acte, sur l'image, a ouvert aussi à donc prendre en compte, agréger, on pourrait dire, des champs de réflexion qui ouvrent sur la physiologie, qui ouvrent sur les sciences, qui ouvrent sur la philosophie, l'histoire de l'art bien sûr, l'anthropologie. Et donc on a voulu donc faire un constat et en même temps poser donc cette ouverture. Donc voilà, aussi, on pourrait dire réduit et simple la proposition et surtout l'inscription de cet ouvrage. Alors, cet ouvrage dans sa forme, donc, comme je vous l'ai dit, comme on l'a déjà dit, c'est des actes de colloque avec tout ce que ça a de classique, dans le sens même quelquefois un peu ennuyeux. Je ne parle là qu'en mon nom, mais aussi donc avec un enjeu théorique qui travaille à partir d'une discipline, d'une pratique, d'un médium, d'un moyen d'expression, d'un objet théorique que l'on dénomme tous plus ou moins, suivant notre posture, photographie. Et donc cet enjeu théorique donc, consiste à partir de cela, ce terme d'art partir qui est très connoté d'ailleurs, et pour questionner la notion d'action. L'action, c'est faire quelque chose, et l'acte, c'est ce qui valide et c'est ce qui implique des agirs. Et donc de contextualiser ces 2 notions. Et pour contextualiser ces 2 notions, on a fait appel évidemment à des champs nécessairement différents de pensée et du coup à des auteurs extrêmement différents. Dont les auteurs que nous avons convoqués dans cet ouvrage, ils sont donc historiens, scientifiques, commissaires d'expo, philosophes, mais aussi bien sûr la place des artistes. Et avec entre autres Alain Bernardini, et des pédagogues et des historiens. Je vois qu'on pourra donner la parole aussi à Jean-Paul Avis ou à une collègue évidemment de Louis Lumière qui est aussi est intervenue. Voilà, donc cet objet
c'est mis en place aussi dans un sommaire qui travaille autour de 3 grandes parties. Ces 3 grandes parties, je les résume sans citer aucun texte et sans citer aucune personne. Je situe ces 3 grandes parties qui travaillent pour la première autour de la philosophie de l'esthétique de l'image à l'acte, et qui travaillent autour, notamment suivant les textes de nos invités et de nos amis, autour de la croyance, de la notion d'agentivité, de la notion d'interactivité. La seconde partie, ou la deuxième plus exactement, travaille sur les œuvres elles-mêmes et l'idée de l'image agissante. Et donc là, nous avons des grosses notions autour des agirs de la matérialité, de la saisie du mouvement, de pouvoir de la révélation, de l'action donc biologique ou du coup des entraînements de l'image. Voilà. Et la troisième partie, elle est consacrée vraiment aux démarches artistiques, donc des agirs de l'image, avec donc des notions, des agirs de la création, des puissances de l'image, la charge des images et l'effet vertigo qui était mis en place par rapport à... C'est un clin d'œil avec la personne qui représentait le MACVAL et qui avait eu la gentillesse d'être parmi nous. Voilà, donc simplement pour brosser une inscription, une actualité, et puis, voilà, quelque chose qui est en mouvement et qui est à penser et qui est à échanger, j'espère, avec chacun d'entre nous. Voilà. Donc, je donne la parole à mon colistier, Paul-Louis Roubert, et puis, bien sûr, à Alain Bernardini, je ne connais plus ton prénom, Jacinto Lagera, et puis on donnera la parole à Claire Bras et à Jean-Paul Avis, s'il veut bien. Si vous voulez bien, voilà. Non, oui, tu as tout dit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'il y avait cette idée que la photographie se diffuse quand même largement dans beaucoup d'autres domaines et qu'elle est retrouvée, elle ne se clôt pas sur son propre champ et qu'elle s'ouvre à des utilisations très multiples et variées par des scientifiques, par des artistes, par des philosophes. Et que l'idée était de ne pas refermer le champ de la photographie sur son propre objet avec que des historiens de la photographie, que des esthéticiens de la photo, etc. Mais plutôt d'aller voir ce qu'on pouvait ressortir d'une discussion multiple et de plusieurs points de vue. Donc ce colloque, c'était ça, c'était faire circuler cet objet et voir effectivement comment il peut se charger, pour reprendre l'expression de Olga De Soto, qui est une chorégraphe et qui a écrit un texte dans les actes sur la manière dont elle utilise elle-même la photographie. C'était un peu ça, c'est de voir comment chacun, de son point de vue, considère le pouvoir ou les agirs de la photographie. Mais bon, je ne vais pas redoubler ce que tu as dit, puisque tu l'as très bien présenté. Donc peut-être que on peut commencer par que chacun évoque un peu son texte sur un mode un peu résumé pour lancer un peu la discussion. Si tu veux commencer, Jacinto. D'accord, merci. Bien, merci en tout cas à Michel et à Paul-Louis d'avoir fait ce magnifique ouvrage avec donc Patrick Lebescon, l'éditeur. Et je suis très heureux d'avoir collaboré à cet ouvrage. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, parce qu'il est très beau, il est très bien fait, des images magnifiques. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Alors moi, je vais compléter un petit peu, et ça va recouper ce qu'a dit en partie Michel, puisque justement j'avais, donc c'était le jeu de ces rencontres et puis de la discussion entre nous, c'est-à-dire à la fois de présenter des auteurs avec des approches avec plusieurs entrées, plusieurs facettes. Et donc il y avait donc une partie, disons, autour de l'esthétique et de la philosophie, notamment aussi avec Michel Guérin qui a participé. Et donc moi-même j'avais en effet écrit ou parlé sur la notion d'agentivité. Alors je vous le dis rapidement, c'est une notion assez courante en philosophie et qui du coup justement est tout à fait dans le champ de la recherche menée par Michel depuis un moment sur la question de l'acte ou de l'action ou de l'activité photographique ou à partir de la photographie. Et l'agentivité, c'est simplement l'idée qu'autour des images, on confère en fait en quelque sorte des agissements possibles aux images au sens très très large du terme. Donc leur conférons certains pouvoirs qui peuvent être moraux, sociaux, religieux, éthiques, politiques, et inversement, elles agissent ensuite sur nous, c'est-à-dire pour les mêmes raisons qui sont liées aussi à ces domaines que je viens de citer. Donc il y a cette double entrée, à la fois l'idée que nous conférons une possible
pouvoir des images sur nous, puisqu'elles ne sont pas par elles-mêmes en quelque sorte agissantes. C'est un système, disons, socioculturel, et inversement, elles agissent sur nous. Et donc moi j'étais intervenu sur cette idée, mais à partir d'une entrée particulière, qui était plutôt l'approche, disons, éthique ou morale, ou plus exactement ce que j'appelle dans un petit jargon philosophique le pratico-sensible, c'est-à-dire à la fois l'esthésis, la sensibilité du rapport aux images, mais aussi l'aspect pratique, de la pratique au sens du faire et aussi de la praxis morale. Donc l'idée c'était de voir comment, à partir de quelques exemples d'ailleurs, les images, là j'avais plutôt pris d'ailleurs des images plutôt documentaires, comment ces images peuvent agir sur nous et comment nous réagissons, mais avec l'entrée non pas tellement sur les arts plastiques ou l'aspect, disons, artistique de l'image, mais sur l'aspect moral, éthique, et comment nous agissons en quelque sorte par rapport à ces images, et comment nous réagissons sur le plan moral, éthique et donc pratique, puisque l'idée c'était à la fois de voir comment nous donnons certaines forces ou certains pouvoirs à l'image, et inversement comment on peut réagir à ces images, mais pas seulement au sens de la passivité, donc de simplement recevoir sur le plan émotionnel ou émotif ou sensible, ce qui existe aussi évidemment, mais sur la manière dont ensuite on peut en tirer quelques leçons sur en quelque sorte l'engagement pratique que nous avons au jour le jour, au quotidien, et comment en quelque sorte nous pouvons en faire c'est ce que j'ai appelé dans le titre, une sorte de poétique de l'action. Alors c'est un terme qui existe chez Paul Ricoeur, c'est l'idée que justement par rapport, lui il utilise plutôt la littérature, mais c'est un terme qu'on peut reprendre, et comment en effet, en quelque sorte, il faut travailler sur le faire de l'action, c'est-à-dire comment les images agissent sur nos vies, sur notre forme de vie, et sur les manières dont nous réagissons, mais aussi comment elles peuvent ensuite nous conduire à certaines postures, à certaines positions, à certaines prises, disons, de position éthique ou morale par rapport à ces images, et comment ensuite elles peuvent en quelque sorte interférer avec notre pouvoir d'agir à notre tour. C'est-à-dire à la fois donc il y a un système qui n'est pas du tout de la passivité de l'image, de la réception simplement de l'image, mais il faut évidemment passer par cette expérience sensible de l'image bien sûr, en l'occurrence donc photographique surtout ici, mais surtout comment elle peut contribuer à la manière que nous avons de composer des formes, disons, d'existence ou de réaction éthique ou morale à ces images. Alors, il y en a d'autres, évidemment, des formes de réaction, mais je m'étais intéressé à ces images liées à des questions éthiques ou sociales ou politiques ou morales. Et donc, c'est un peu cette idée de voir comment, puisque la gentilité consiste, Michel en parlait tout à l'heure, de travailler sur les agirs. Alors, c'est pas seulement les agirs plastiques ou, disons, les actions, les actes purement artistiques ou plastiques, mais c'est aussi donc des actions morales, éthiques. Voilà, c'est un peu comme cette idée, alors qui serait un peu long à développer, comme tous les autres textes d'ailleurs, mais c'était un peu l'approche, puisque le but aussi de ces rencontres, comme a dit Michel, c'était d'avoir plusieurs entrées possibles, elle l'a rappelé dans ces 3 grandes parties, pour qu'on puisse aborder la notion d'agir ou d'action, d'activité. Donc là, c'était plutôt la manière dont les images en général, alors qu'on soit contre ou pour, on peut réagir de façon par un refus terrible ou par une détestation, mais aussi par la défense de cette image. Donc alors, il ne s'agit pas forcément d'une réaction qui est liée à l'écriture ou à la parole, c'est simplement des réactions que nous avons tous quand nous allons voir une exposition ou feuilletons un livre. Donc c'est des choses qui concernent tout le monde, c'est une manière de porter ou de prolonger ces contenus ou ces enjeux des images, notamment donc sur le plan pratique et sensible. Voilà. Je rajouterais juste que le colloque a eu lieu en octobre 2015 et l'actualité était assez... il y avait beaucoup de discussions autour de ces questions-là, puisqu'on était quelques mois après la photographie du petit Thaïlande, etc., et qu'il y avait beaucoup de débats, et c'était effectivement assez intéressant de voir replacer cette question-là sur un vocabulaire philosophique et d'analyser un peu historiquement comment cette notion de l'agir, cette idée de l'image qui agit, et qui était très questionnée à ce moment-là sur l'opinion publique et la manière dont l'image pouvait agir sur l'opinion publique, avait été... donc c'est aussi la notion d'usage en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça tout montre ça, c'était cette fameuse photographie du petit Alain Kurti qu'on avait retrouvé mort sur la plage en Turquie. Et en effet, il y a eu des débats, entre autres, à partir de cette image, sur la manière dont il fallait aborder ces images. Donc certains disaient on n'a pas montré ce genre d'image pour des raisons morales, éthiques, et d'autres disaient au contraire, justement, il faut les montrer, puisque ça fait partie de l'information. Et bon. Donc du coup, c'est vrai que nous sommes confrontés tous les jours à ce genre de choses. On le voit là, même encore en ce moment, avec toutes les images qui défilent. Donc nous sommes obligés, en quelque sorte contraints, même si on ne veut pas, de réagir et de prendre position. Donc c'est un peu cette idée. Et si on rentre un peu dans ces questions... du point de vue justement de l'agir ou de l'acte, on voit bien que justement par notre refus ou notre acceptation ou notre détestation ou par le fait qu'on ne veut pas voir une image,
qu'on dit non, c'est pas possible. Donc du coup, le fait même qu'on ait cette réaction montre bien qu'elle a un pouvoir agissant, négatif ou positif. Donc c'est un peu cette idée qu'il fallait explorer. Donc voilà, nous étions plusieurs à aborder ce domaine, mais bon, il y a aussi l'aspect plastique et artistique, bien sûr. Parce que moi, j'avais pris essentiellement, en effet, comme tu l'as rappelé, des images plutôt documentaires. Oui. Mais évidemment, la question se pose aussi pour des images fictionnelles. On pourrait très bien, elles agissent aussi sur nous. C'est l'effet de réel au cinéma qui est le plus classique, mais la photo a aussi cet effet assez puissant sur nous. Il y a eu la dernière actualité, on peut y croire ou pas, à l'actualité, à ce qu'on dit sur les images. C'est encore un autre palier de la fameuse image qui aurait fait réagir Trump et qui l'aurait fait décider tout seul de bombarder. Donc ça aussi c'est paru et ça date d'il y a un mois ou deux. Donc ça aussi, c'est aussi, je pense que c'est aussi un plan. Qu'est-ce qu'on croit de ce que l'on dit sur les images? Donc c'est encore un autre palier, mais voilà, donc il y a cette actualité et cette récurrence, on pourrait dire, voilà, il y a une récurrence. Et il y avait, alors j'ai plus les dates puisque j'ai passé mon livre, mais il y avait aussi une actualité quand on travaillait là-dessus, par rapport à des expositions, alors on ne va pas vous les égrener, mais il y avait des expositions qui étaient passées justement en 2000-2001 sur les fichiers. C'était aux archives, donc, aux archives et nationales, puis aux archives nationales, donc cette photographie qui donne des fichiers, et qui s'appelait d'ailleurs fichiers, si je ne me trompe pas, tu me dis, Paul Lutalien. Et puis il y avait une autre exposition beaucoup plus récente, qui était parue dans un lieu que vous fréquentez peut-être par rapport à la photo, le bal, qui était autour du coup de l'image et qui authentifie une preuve. C'est-à-dire que l'image toute seule, elle ne dit rien. Et donc, elle devient, suivant comment on l'utilise, ce qu'on lui en dit, les contextes, elle devient preuve. C'est-à-dire qu'elle authentifie. Et peut-être qu'un autre questionnement ouvert et que l'on peut peut-être échanger, chacun d'entre nous aussi, avec vous peut-être aussi tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qui n'est que peut-être qu'un pouvoir d'authentification? Et donc, du coup, le pouvoir, est-ce qu'il serait déplacé? Je ne sais pas. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, voilà, dans ces déplacements de pouvoir de l'image. Bon, voilà, je me tais. Mais la transition est toute trouvée pour parler de ton travail. Alain Bernardini, qui est je reprends mes notes, puisque qui est artiste et professeur associé au département de photographie à Paris 8. Et donc justement, ton texte et l'intervention que tu avais fait au colloque s'appelle Puissance de l'image. Tu es toi-même artiste et tu travailles au sein de plusieurs groupes. Ce qui était intéressant, alors il y a les livres qui circulent là, c'est-à-dire que tu as fait un premier livre qui s'appelait Monument d'images, c'est celui qui est cartonné, qui fait état d'une résidence que tu avais fait à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif en 2009. Et donc tu as relaté l'expérience dans ce livre, l'expérience sur laquelle tu es revenu dans ton texte Puissance de l'image, et que tu as mêlé aussi à une commande publique du CNAP qui a eu lieu à Toulouse depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Ça se termine là, c'est ça? Ça se termine au mois de mai, on met en place le dernier épisode. Voilà. On divisait la commande publique en 6 épisodes. Et donc avec Michel, effectivement, en travaillant, ça nous paraissait évident qu'il fallait que que tu racontes une nouvelle fois ou que tu refasses le récit de cette expérience et de cette puissance de l'image, puisque toi, tu es amené à mettre des images dans l'espace public et à voir, c'est-à-dire physiquement, elles sont présentes à des tailles variables, mais qui font agir le public qui passe autour d'elles. Et avant que le public agisse sur les images ou avec les images, j'ai profité de l'invitation de Michel et de toi de manière à faire une sorte d'introspection sur la façon dont j'aborde la photographie dans mon travail plastique, parce que je considère que je suis un artiste plasticien qui fait des images photographiques et pas un photographe qui fait des images, et que le premier acte qui existe, c'est l'autre qui contient déjà des images en lui. Et comme mon travail est sur une certaine représentation déplacée, décalée du monde du travail, ma photographie tente de définir ce qui est déjà en soi. Et quand j'ai parlé de l'hôpital Paul Brousse pendant le colloque, j'avais mis cette intervention en sandwich entre deux autres exemples, qui étaient les parcs municipaux en banlieue parisienne, qui est le début de mon travail dans les années 90,
Et donc, en effet, la commande publique à Toulouse, qui est plus récente, et il y a aussi une commande. À chaque fois, moi, les commandes, je les transforme en résidence. Il y a aussi une résistance de ma part. Je dis oui à des commandes publiques ou à des nouveaux commanditaires, mais ma résistance personnelle en tant qu'artiste, c'est de débloquer ou de transformer, déformer un peu tout cela et de très vite rendre actif le processus de création en le transformant en des résidences, ce qui n'est pas normalement le but d'une commande publique, où on doit répondre par une image ou un monument ou une œuvre seule qui reste pérenne dans un endroit. À chaque fois, j'essaye de réfléchir aussi à ce qu'est l'image dans l'espace public. Et je considère que la photographie ou l'image doit être en mouvement, doit être une sorte de flux visuel, intellectuel, réflexif, qui fait que même dans sa forme physique de monstration, doit être dans une activité. Et donc activité dit bouger, dit fluide, dit réfléchir, et pas dans une sorte de quelque chose de mortifère ou de immobile ou de retenue. Donc tout ça pour dire que j'avais commencé mon explication et mon récit sur ces fameux jardiniers que j'avais rencontrés dans des parcs municipaux dans les années 90, parce que ce sont ces personnes-là, moi en arrivant en tant qu'artiste dans un espace public qui est le parc municipal, avec un appareil photo plutôt conséquent à l'époque, qui était un moyen format Mamiya, donc c'est un gros truc qui pèse autour du cou, tu connais bien, qui fait que moi déjà en arrivant en tant qu'artiste dans ce lieu, je représentais la personne qui allait sûrement produire des images, parce que j'avais déjà la machine autour du cou qu'elle allait en faire. Donc ce qui fait que les jardiniers qui m'ont reçu, qui ont appris à me connaître, à me fréquenter, et moi à les fréquenter, j'avais déjà des images autour du cou en fait, qui n'étaient pas encore faites, mais ils se sont dit, il y a un type qui vient faire des photographies, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il fasse des photographies? Et ils ont très vite compris que, donc il y a aussi cette action-là, si on parlait d'agir, voilà, l'agissement il est d'abord chez le sujet. Et c'est pour ça que votre invitation m'a été très importante pour moi, parce que ça m'a permis de développer une pensée et un texte autour de cette fabrication d'images, en me rendant compte que ce qui m'intéressait en tant qu'artiste, c'était pas de reproduire l'activité du travail, ou même de reproduire une sorte d'absurdité du monde du travail, mais c'était d'être là, présent, pour pouvoir essayer de concrétiser, de matérialiser une image qui existait déjà chez les personnes, qui était déjà en eux. Parce qu'évidemment que tout travailleur, on est tous, je pense ici, des travailleurs, même si certains sont peut-être à la retraite ou au chômage, on a tous une activité, on a tous en nous des images révolutionnaires, représentatives, différentes, contraires, résistantes à des clichés du monde du travail. Et je considérais qu'en arrivant dans ce lieu-là, ces jardiniers, je ne sais pas ce qu'ils allaient me proposer, mais moi arrivant avec cet appareil et eux m'observant, se sont mis à inventer des situations. Donc c'est eux qui ont créé des sortes de mises en scène qui sont devenues des images 3D réelles dans l'espace public de leur lieu de travail qui était le parc. Donc ils ont inventé, ils ont commencé à faire des images. Moi, je n'avais plus qu'à les saisir. Donc c'est pour ça que je considère que cette action d'avoir saisi ces images inventées par eux n'était pas du documentaire, même fictionnel ou je ne sais quoi, que je trouve qu'il n'existe pas vraiment, qui n'était pas non plus essayer de représenter une réalité fictionnelle qui se passait devant moi, mais que j'étais là en tant qu'artiste à fabriquer avec eux, à saisir avec eux une image existante, une image inventée, parce que je provoquais par ma présence et par le fait que je représentais le preneur d'image, j'ai provoqué une réaction chez eux qui se sont mis très vite à inventer. Donc partant de là, ça a déplacé mon travail une fois que j'ai quitté les parcs municipaux. Je n'avais pas passé ma vie là-bas, j'ai déjà passé 11 ans, c'est déjà pas mal, 10 ans. C'est beaucoup, toutes les semaines, je suis allé dans des endroits. Je ne sais pas qui peut se targuer de passer 11 ans dans un oui, parc voilà, municipal. déjà c'est costaud. Mais j'avais envie justement Donc, ensuite... après le parc voilà, municipal, l'hôpital. Voilà, exactement. Il s'est passé d'autres choses entre l'hôpital et le parc municipal. Mais c'est vrai que j'ai eu envie dans les entreprises, l'hôpital en état aussi, hein, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, en tout cas c'est une entreprise particulière, mais ça fonctionne comme une entreprise économiquement, donc c'est assez lourd et assez puissant. Il était important pour moi aussi en tant qu'artiste de repenser l'image encore autrement. Comment maintenant j'allais venir avec une proposition déjà pensée, une image déjà fabriquée grâce aux années d'expérience avec les jardiniers et d'autres années d'expérience d'exposition ou de résidence autres. Et là j'arrivais moi avec une image déjà, disons, un imaginaire du monde du travail qui n'était pas celui que le monde du travail représentait ou que les salariés eux-mêmes de l'hôpital pensaient représenter. Et là, il y a eu une autre réaction à l'image. Je parlais du sujet qui, lui, réagissait, inventait, et que moi, je saisissais cette invention. Là, ce qui s'est passé, je proposais des inventions, des imaginations. Les salariés, certains ont accepté, et c'est le résultat de ces images qui a provoqué une réaction chez certaines personnes qui ont trouvé inadmissible
qu'un artiste puisse pousser, c'est ce qu'il considérait, puisse pousser des individus à montrer réellement, physiquement, par une image, une représentation inacceptable du monde du travail, à savoir des mises en scène inventées, absurdes, décalées, qui n'est pas pour eux une image possible ou acceptable du monde du travail. Donc là, je me suis rendu compte, encore une fois, en réfléchissant à ce travail et en l'écrivant par la suite, que ce que je faisais, en fait, c'était de tenter un imaginaire d'une image déjà du monde du travail. Et que les jardiniers avaient une image burlesque en eux qu'ils ont pu jeter vers l'appareil photo et que j'ai pu saisir, et que dans le monde de l'hôpital, ceux qui réfléchissaient à ce monde de l'hôpital qui est particulier, c'est pour ça que c'était difficile pour eux d'accepter de voir une infirmière debout sur un brancard, un homme de la buanderie allongé dans du linge sale, ou je sais pas moi, c'est le livre qui passe, voilà, c'est passe, monument d'image. une aide-soignante assise nonchalamment comme une odalisque dans une baignoire pour des personnes en soins palliatifs. Donc toutes ces actions, ces mises en scène inventées par moi, inventées par eux, travaillées ensemble, une sorte de négociation, de contrat comme ça, où on arrive ensuite à la signature d'un contrat qui est la photographie, qui est l'image, à présenter ensuite et à représenter. Des personnes ont trouvé ça inadmissible, ce qui était assez logique en même temps, parce que une image d'un cliché ou d'une image du monde du travail ne peut être qu'un déplacement qui provoque quelque chose. Donc c'est pas seulement comment dire, le fait qu'il y ait une sorte de résistance et une image politique ou esthétique qui dérange, mais c'est parce qu'on propose autre chose, une chose qui n'existe pas, une chose qui est invisible. Comme si on avait des calques en nous d'images existantes, et qu'un calque sortait et qu'on l'imprimait et qu'on le montrait alors qu'il doit rester caché. Non, ce qui était intéressant dans Monument d'image, c'était effectivement pas cette puissance de l'image que tu avais déjà mis en scène. Elle allait jusqu'à des documents, des lettres, des discussions, etc., que tu relates dans le livre. Quoi. Oui, il est important que ce livre, qui a une autre façon d'exposer, je trouve, hein, un livre d'artiste ou un catalogue d'artistes doit être pensé aussi comme une sorte d'exposition livresque, une exposition de publication. Je ne voulais pas que, comme le monument, bon, je ne vais pas te raconter l'histoire, mais c'est ça en fait, il devait y avoir une vraie commande publique, physique, une sorte de monument d'image réellement érigé à l'entrée de l'hôpital, que j'ai censuré. Enfin, en tant qu'artiste, j'ai décidé de ne pas le réaliser par respect pour des salariés qui étaient bousculés intellectuellement par d'autres salariés qui trouvaient ça inadmissible ou une image qu'ils n'acceptaient pas. Et j'ai préféré en faire une publication qui fait que là, il y avait une sorte d'imposition de la représentation du travail, mais à tous, ceux qui étaient contre, ceux qui avaient signé une pétition contre, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient hésitants, et tout le monde a eu un livre dont nous avons utilisé l'argent de cette commande pour lui produire un monument qui aurait doré mon ego. J'ai préféré produire un livre qui allait être offert ensuite à tous les salariés de l'hôpital, qui étaient plus de 2000, pour qu'ils se confrontent justement à cette puissance d'image qui avait dérangé, et à cette visibilité qui existe en chacun de nous et qui existe aussi dans le monde du travail, et qui n'est pas pensée, mise en scène ou représentée généralement dans une photographie artistique. Ce qui fait que, ensuite, ça m'a amené, encore une fois, il y a des années qui passent, mais ça m'a amené à réfléchir encore autrement quand le CNAP fait un appel à projet sur la photographie dans l'espace public, et que Cécile Poblon du Centre d'Art BBB me propose, moi comme artiste au CNAP, que suite à un jury, un dossier, j'étais accepté, où là je me suis dit, cette fois-ci c'est moi qui vais m'occuper de l'image, c'est plus les sujets en question, même s'ils sont représentés, mais c'est comment moi, en tant qu'artiste, je me mets à mal, et que je me mets à penser la puissance d'une image dans l'espace public, et comment cette image va agir sur ma façon à moi d'agir sur l'image, c'est-à-dire comment elle-même va me répondre ou va me forcer à pas me laisser faire ou à pas me laisser endormir parce que je sais maîtriser ou parce que je sais faire d'habitude, et de commencer à créer une sorte de style que tout artiste a, hein, on se reconnaît comme ça avec des styles, et je reconnais que moi j'ai une façon de travailler qui fait qu'on repère une photographie faite par moi sur le monde du travail, et que dans ce sens-là j'ai mis très vite en place une certaine idée de mes propres images, qui était de les recadrer d'office, à savoir que j'allais montrer une image jamais entière dans l'espace public, que moi je photographie toujours, à part 2-3 occasions très très rares, mais à 99,99% des fois, je photographie toujours format paysage, 4/3, et que je me suis imposé une structure verticale de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large, qui allait m'obliger ensuite, une fois que l'image a été pensée, réalisée toujours dans le même contexte de négociation de contrats avec des individus ou avec des situations de travail, je savais que j'allais ensuite trancher dedans pour en sentir une verticalité ou une horizontalité qui allait se redresser
par une révolution de 90 degrés, debout sur une place publique, multipliée par 10, et que ça me mettait en question, même au moment de la prise de vue. C'est ce qui m'intéressait aussi. C'est comment je réfléchissais moi-même à créer une image, parce que je savais, consciemment ou des fois inconsciemment, que j'allais de toute façon la retrancher, la recadrer à l'intérieur, et qu'elle n'allait pas être ce que je voyais dans mon appareil photo, qu'elle n'allait pas être entièrement ce qu'il se passait avec la personne que je photographiais, et que même cette personne qui allait voir cette image allait voir un morceau de cette situation, de cette négociation, un morceau physique, visuel, qui allait encore faire réagir autrement le public face à ces images, parce qu'elles ne devenaient pas aussi compréhensibles, dans le sens où elles n'avaient aucun message, parce qu'elles n'étaient pas entières. Ce n'était pas du 3x4 comme la publicité, elles étaient, même pas un détail, elles étaient pensées comme un point de vue dans le point de vue. Alors, peut-être par rapport à ce que tu viens de nous dire sur ta démarche par rapport à une image qui advient, dans ces relations. Je me souviens qu'à un moment donné, on avait discuté il y a longtemps autour du portant d'image. Je te disais, tes photographies, j'ai l'impression que c'est des portants d'images. En fait, elles arrivent, elles sont des images qui arrivent, en fait. Et toute ta démarche, en fait, c'est aussi une démarche, même si le terme a été un peu galvaudé, de relation, en fait. Et de faire qu'il y a un désir de celui qui va te faire l'image, qui va lui donner. Et celui, c'est pas forcément une personne, c'est un contexte aussi. C'est un contexte, voilà. Parce que je considère l'objet alors, de la même façon. Si je veux bien faire un pont avec quelqu'un qu'on n'a pas convié mais qui est là, et c'est par rapport à Claire Bras, tu vois, tu te souviens, qui est donc enseignante à Louis Lumière, donc qui travaille avec des photographes aussi, ou des gens d'image, des jeunes d'image, et qui nous a fait un texte, en fait tu vas en parler évidemment, autour de Imagine. Mais du coup, je trouve que ce rapport-là, en plus te connaissant aussi très engagé avec les étudiants, ce rapport comme ça d'aller-retour et de don en fait, de don qui donne, qui prend, qui donne, qui prend, je trouve que c'était très, très prégnant dans ton intervention. Tu peux, puisque tu as fait la gentillesse de venir, voilà. Si le public a réussi déjà à digérer toutes les choses que vous avez dit, parce que ça fait déjà 4 personnes qui parlent, c'est assez dense. En fait, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas artiste, mais je suis dans le faire-faire, donc quelque part, j'essaye de travailler le terreau des jeunes artistes pour les amener eux-mêmes à créer. Donc moi, je m'interroge sur le processus imaginatif qui fait que effectivement l'image va advenir. Et j'écoutais ce que tu disais, Alain, par rapport à ce que j'avais moi essayé de théoriser. C'est comment ça se passe. Alors tout ça, c'est en amont de l'image elle-même, qui est finalement la partie visible de l'iceberg pour le spectateur. C'est comment ça se passe en amont pour que l'image finisse par surgir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un truc qui est assez paradoxal dans l'enseignement, c'est cette injonction à imaginer. Hein, c'est quelque part, c'est un ordre, et en même temps, c'est un espoir, c'est quelque chose qui fonctionne parfois, qui parfois ne fonctionne pas. Et comment ça se fait que parfois ça passe pas. Et je pense que chacun a sa méthode, tu as la tienne finalement. Hein. C'est la méthode d'un artiste qui va inventer sa méthode à lui pour faire avec certains automatismes, parce qu'il y a un processus qui se répète, qui se reproduit, et qui finalement, au bout d'un certain nombre d'expériences, finit par s'auto-engendrer, hein, qui va faire que le processus créatif finalement devient fluide. Et quand les étudiants arrivent à l'école, ils ne sont pas tous expérimentés, donc au départ, il faut que ça marche, et puis ça ne marche pas toujours. Voilà. Donc il faut que chacun puisse s'inventer son fonctionnement, sa manière d'arriver à imaginer. Hein, voilà. Donc moi je propose finalement un dispositif pédagogique à l'intérieur duquel j'espère que chacun va pouvoir trouver lui son propre fonctionnement pour créer. Hein. Et puis après, moi j'avais pris en l'occurrence dans cette réflexion 2 exemples d'anciens étudiants qui sont devenus des artistes et qui ont finalement inventé chacun son propre processus de création et que j'avais essayé de mettre en évidence dans ce qui m'apparaissait moi transparent de ce processus dans leur travail. Voilà.
Donc je crois que ce qui m'a semblé important, moi, dans cette réflexion, c'était le fait que, effectivement, ça vient d'ailleurs, l'imagination. Et c'est un acte, imaginer. C'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se fait alors dans une collaboration, comme tu le dis, effectivement, avec d'autres personnes, mais peut-être parfois simplement dans une collaboration avec le monde qui nous entoure, avec quelque chose qui est de l'ordre de l'immanence. Quand une voiture passe, quand un rayon de soleil tombe sur cette voiture, cette chose-là, elle est donnée par le monde. Et parfois ça ne fait pas image, et parfois ça fait image. Et pour que ça fasse image, il faut qu'à un moment donné, quelque chose se cristallise qui s'appelle une intention. Et l'intention, c'est pas non plus forcément quelque chose que l'on projette, c'est quelque chose qui vient du monde. En tout cas, c'est cette rencontre entre ce qui vient du monde et ce que l'artiste, quelque part, attendait, sans savoir non plus forcément toujours quoi. Voilà. Et donc, c'est ce travail que j'essaye de faire avec les étudiants, que j'ai essayé là de théoriser. Comment finalement, à partir de rien, à partir de la visibilité, à partir du monde, à partir de l'environnement, des gens, des objets, du soleil, de l'air, comment à partir de tout ça, ça devient une image qui agit sur moi. Et donc moi, ce que j'ai appelé là l'image qui magie. L'image magie, c'était pas une image magique, mais quelque part il y a un peu de magie, mais c'est surtout l'image qui agit sur moi et me fait agir en même temps. Voilà. C'est cet aller-retour. J'ai essayé de résumer un peu le contenu de ce que j'avais essayé de théoriser. Et très bien le lien avec le premier texte, si je peux continuer à vendre le livre, d'un auteur qui n'est pas là, donc le philosophe Michel Guérin, qui fait l'étymologie à l'envers du mot imagination à partir de Bossuet, qui fait la déclinaison de l'imagination, l'image, les images, et qui travaille sur un niveau très philosophique sur ces notions-là. Je sais pas, est-ce que... peut-être que, parce qu'il est déjà peut-être 21h, est-ce que... je ne sais pas, est-ce que vous voulez intervenir Alors évidemment, on n'a pas listé tous les textes, mais bon, je pense que déjà, il y a des points comme ça qui émergent et sur lesquels peut-être vous avez envie d'intervenir. Jean-Paul, il y a Jean-Paul Avis qui est là, donc qui est l'auteur d'un des textes qui avait fait une intervention au colloque, qui nous avait fait un très beau texte sur la photographie, révélation de la mort ou du salut chez Baudelaire et Bonnefoy. Donc là, c'était un rapport essentiel à la littérature et d'essayer de voir comment... La poésie, pardon. C'est pour ça qu'il va falloir que je m'arrête tout de suite. Et que je te présente comme ancien bibliothécaire adjoint de la BHVP, de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et qu'est-ce que je dois dire, parmi un des grands spécialistes finalement de Baudelaire, et grands connaisseurs de Baudelaire, qui avait fait en son temps un ouvrage illustré chez Textuel sur l'iconographie de Baudelaire avec Claude Pichois. Voilà. Si tu veux dire un mot sur ta partie, si je puis dire. D'entendre parler de l'imagination, puisqu'on sait que Baudelaire, dans le salon de 1859, a condamné la photographie, alors qu'il est un grand défenseur de l'imagination et il condamne la photographie au nom du fait qu'elle n'aurait aucune imagination. Ce qui est bien sûr faux, et on voit aussi que chez Baudelaire, il y a toujours le contraire de ce qu'il dit. Il est celui qui s'est fait photographier sans doute le plus parmi les auteurs de son époque, et qu'il était le meilleur ami de Nadar, le plus grand photographe symbolique de son temps. Et donc il a toujours à trouver le contraire, le droit de se contredire, le droit de s'en aller étant dans sa philosophie, puisqu'il voulait rajouter cette formule à la Déclaration des droits de l'homme. Mais bon, il se trouve que c'est à cause d'une photographie de Baudelaire que nous nous sommes rencontrés et que vous m'avez invité. On a découvert en 2014 une photographie d'un personnage inconnu qui s'appelle Arnaudet, photographie normale dans les portraits du 19e, sauf que celle-là est tirée bizarrement ratée. Pourquoi on en a fait un tirage, c'est étrange, mais il y a un personnage qui est derrière, à côté gauche, là,
qui semble dénoncer la pétrification de l'autre comme si on venait de le mettre à mort, et que lui est flou et bouge, et qui définirait la vie à l'encontre de la photographie qui serait la mort. Et donc cette image m'a immédiatement, quand Serge Plantureux l'a découverte et me l'a envoyée, m'a fait immédiatement penser à un poème de Baudelaire, l'avant-dernier poème des Fleurs du Mal, qui est dédié à Félix Nadar, dans lequel Nadar n'a strictement rien compris, mais dont un historien de la photographie. Pendant très longtemps, on n'a pas du tout compris ce poème. Voilà, il y a quelques années seulement, et puis Jérôme Tello ont montré que tout simplement c'est l'histoire de la prise d'une photographie. Baudelaire est chez le photographe, on va le mettre à mort, on va le figer, il attend le sablier, la vérité froide se révéla, avec un mot qui vient de la photographie quand même, et cette vérité c'est qu'il est mort là, mais non, il est toujours vivant à côté, c'est comme ça du moins que l'a lu Jérôme Tello, et moi je me suis dit, cette photographie, elle est comme la mise en scène du poème. Que si Baudelaire a condamné la photographie, c'est lui qui avait le culte des images, dont le culte des images était la grande, l'unique, la primitive passion. Pourquoi il a condamné ces images-là, les photographies? Ben, pas plus qu'il n'a condamné les peintres réalistes, exactement au nom de la même chose. C'est-à-dire qu'en s'absentant de leur travail, en supprimant le sujet derrière leur objectif, que ce soit celui des réalistes ou de la photographie, eh bien, ils n'ajoutaient pas l'âme qui permettait cette rencontre que vous venez de dire entre celui qui œuvre et celui qui est l'objet que l'on va mettre en valeur, qui ne serait donc que la matérialité visible de quelque chose, mais sans âme. Hein, on aurait perdu l'impalpable et l'imaginaire, puisqu'on n'aurait pas ajouté de l'âme à l'objet qu'on aurait représenté. Voilà ce qu'il reprochait. Mais ça m'avait frappé aussi de voir que, évidemment, tout cela est ambigu, puisque Baudelaire sait aussi défendre la photographie, c'est qu'il y a des grands photographes. La preuve, c'est qu'il est l'ami de Nadar qui tutoie, et qu'un autre poète, parce que il faut craindre l'homme d'un seul livre, alors j'en ai lu deux, hein, donc Baudelaire et Bonnefoy, lui aussi, poète contemporain, le meilleur ami de Cartier-Bresson, qui tutoyait aussi Cartier-Bresson, lui aussi, il a écrit des textes vigoureux contre l'image et la photographie, alors qu'on sait bien que comme Baudelaire, il avait la passion des images comme une passion unique, primitive. Qu'un de ses derniers textes est sur la photographie. Voilà. Poésie, ses textes, poésie, photographie, sur Mallarmé, Iditour et le photographe. Et à chaque fois, il va dénoncer l'image, et alors qu'on sait passionné des images, et montrer que tout de même, les photographes sont ceux aussi qui savent résister et sauver le monde, et que peut-être une seule photographie pourrait sauver le monde. Ce que j'avais raconté quand on s'est donc rencontré la première fois, un récit en rêve qui est la dénonciation de la multiplication des images. Le monde va finir à cause de la multiplication des images, parce qu'un jour il y aura plus d'images que d'êtres vivants, davantage, dans cette seconde fatale de contours vagues, de bêtes sur des parois de cavernes, de madones en robes rouges dans l'écaillement d'une fresque, de paysages, de portraits, de photographies, d'affiches et de négatives inutilisées aussi dans des archives ou des décombres. Peu de fourmis, d'abeilles, de singes, d'hommes, et de ce fait la rupture de l'équilibre entre le paraître et la vie, etc. Et puis, la deuxième partie du même poème, c'est l'idée que peut-être une photographie qui serait lavée de sa différence d'image, hein, un peu comme Walter Benjamin rêvant devant une photo, se trompant d'ailleurs, mais rêvant que l'étincelle de vie resterait dans une photographie. Bon, Gunther t'a montré qu'il se trompait, mais c'est vrai, ça ne change pas l'idée que dans un portrait, il y aurait quand même la présence de la présence. Et Baudelaire Bonnefoy qui à l'encontre de Roland Barthes, qui disait la photographie est certificat de la présence, il disait c'est l'épiphanie de l'absence, il a quand même dit c'est aussi présence de la présence, à propos justement des portraits de Baudelaire ou des portraits en général qui sont le lieu où le culte demeure selon Walter Benjamin. Et alors il rêve d'une image qui sauverait les images. Parmi ces images, il y aurait peut-être une photographie dans son texte. Et j'avais dit aussi un poème, puisqu'il fallait revenir à Baudelaire,
dans lequel le monde s'effondre, justement, les étoiles s'éteignent, les lettres des livres tombent, il n'y a plus que le blanc de la neige sur les pages, que le noir absolu du ciel. Et pourtant, il va opposer à ça un événement de hasard dans un train entre Princeton Junction et Newark. Tout d'un coup, il voit une grande photographie dans un journal, ouvert à 2 pas de lui, une grande photographie de Baudelaire. Toute une page, comme le ciel se vide à la fin du monde, pour consentir au désordre des mots. Et à partir de là, il va recomprendre qu'on a le droit d'accepter l'aliénation des mots et des images, que le salut peut venir de là, puisqu'il nomme un toit au loin, une planche peinte restée debout contre une grille dans le froid de la neige, dans le blanc de la neige. Eh bien, c'était encore la couleur, et mystérieuse, comme un qui sortirait du sépulcre et riant. Non, ne me touche pas, dirait-il au monde, ne peut pas dire la résurrection mieux que ça. Et donc, là même, ce néant de la page et la photographie de Baudelaire, eh bien, ça aurait été quand même le signe d'une résurrection possible dans le langage ou dans les images. Pour sauter de siècle, mais pour aussi penser cette image, en fait, parce que Jean-Paul n'a pas utilisé avec ce terme, mais en même temps, ça y est aussi, cette image aussi cette image photographique qui nous a permis donc du coup d'être aussi dans une contemporanéité par rapport à ce qu'elle est dans une qualification de virus, qu'on appelle aujourd'hui virus, image virale, qui peut être une image portée ou chargée de poésie justement, mais c'est une image virale aussi parce qu'elle travaille avec ce que l'on appelle, ce qui est connu, c'est pas du tout nous qui l'avons travaillé, mais en même temps c'est aussi un terme viral en théorie ou en esthétique aujourd'hui, cette question des mutations en fait. Alors, il y a les mutations génétiques, voilà, mais il y a les mutations photographiques qui sont aussi des mutations en fait quelque part génétiques, technologiques. Et donc on a un texte de quelqu'un qui a travaillé là-dessus avec les nouvelles technologies, mais cette idée du coup de mutation et du coup de virus, je trouve, enfin ou de qualité virale, me semble assez intéressante parce que alors je réinvente un sommaire, excusez-moi Paul. Non, je t'en prie, ça veut dire voilà, que on a travaillé beaucoup là-dessus sur un sommaire, je suis en train d'en réinventer un autre, mais c'est comme ça pour moi, ça c'est du passé maintenant, donc voilà. Mais du coup, voilà, pour reprendre ces termes virus, et oui, c'est du passé, voilà, c'est acté quoi. C'est une photo en fait, un livre, c'est une photo. Ça authentifie quelque chose que je disais tout à l'heure. Et donc, ce terme de virus de mutation, quand même, pour reprendre et pour faire quand même allégeance et surtout respect aux gens qui ont écrit quand même, qui sont venus, c'est aussi cette image dont la danseuse et chorégraphe Olga de Soto, que tu as repris aussi Paul-Louis, nous a démontré en tant que charge d'une image. Et sans du tout me permettre de revenir sur ce que vient de dire brillamment évidemment Jean-Paul, mais cette question de charge, je crois qu'elle aussi fait le lien. Elle fait le lien entre le 19e et le 21e siècle et le 20e, et en passant par le 20e. Et alors, quelque chose moi, qui me touche beaucoup, qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps, c'est aussi comment elle fait le lien, cette charge, avec une pensée, avec d'autres médiums, en fait. Et là, j'essaie d'introduire le texte que nous a fait Olga de Soto, qui est une chorégraphe, et qui, elle n'a pas fait que ça, mais elle a travaillé justement à expérimenter, concrètement et très concrètement en fait, des archives photographiques autour d'une chorégraphie, la table verte, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et elle a retrouvé certaines photographies, d'une part du chorégraphe, des danseurs, de leur départ quand ils étaient tous juifs, et ils ont dû partir d'Allemagne, c'était un groupe en Allemagne, donc le Bauhaus, et elle a remonté une performance, une installation chorégraphique avec des vidéos. Elle a été rechercher des gens qui étaient ou pas, qui sont encore sur ces images, enfin qui sont vivants, pardon. Et elle a aussi travaillé dans le monde entier en faisant passer, elle nous a bien expliqué, ça vous savez pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a fait passer ces images, en fait, ces images d'archives, auprès de gens qui étaient au Brésil, en Colombie, enfin voilà. Et elle nous disait très clairement, c'était pas les originaux, c'était des tirages maintenant, évidemment, qui étaient refaits, hein, mais elle nous disait, mais en fait, il y a
il y a 1000 traces. Ces mêmes images sont chargées en fait aussi de gens contemporains à qui je les ai proposées et qui aussi m'inventent ou me redisent quelque chose de cette expérience qu'ils ont eue avec cette chorégraphie, qu'elle-même a remontée, non pas en tant que chorégraphie, mais en tant que performance. Donc voilà, et du coup, je trouve qu'il y a des termes comme ça, virus, mutation, charge, qui nous permettent aussi de nous dégager de ce sempiternel terme de pouvoir. Ce terme de pouvoir, je trouve qu'il est peut-être bon, il est toujours à contextualiser, mais je pense qu'il est presque trop réducteur maintenant, me semble-t-il. Voilà, il referme les choses. Voilà, donc merci Jean-Paul, parce que ça m'a permis du coup de présenter Olga de Soto, qui n'est pas là, mais qui me semble n'est pas dans une contradiction, alors qu'elle travaille sur un corpus et un médium voilà, différent. Ah oui, il y a une question. Par rapport à l'exclusion théorique que vous aviez dit au départ, est-ce que l'incursion dans ces différents champs que vous avez énoncés pendant le colloque au séminaire, est-ce que ça permet en retour de renouveler la pensée théorique strictement photographique? Ben, ça permet, il y a des ouvrages quand même qui commencent à s'y intéresser, qui sont parus. Alors, il y avait des ouvrages qui étaient déjà là-dessus, au moins un, qui est sorti juste le moment même où on travaillait notre intro, je ne me souviens plus, bon, non, vraiment. Et en fait, c'était déjà des conférences qui avaient eu lieu en Allemagne dans 2006-2008 par un très grand anthropologue et historien de l'art, Breckmann, et qui a donc réédité, ou qui a fait rééditer et traduit surtout ces conférences qui sont parues sous le terme de théorie de l'acte d'image. Donc, il y a cela qui est arrivé, et parallèlement à ça, il y a eu, alors on ne va pas vous tous les citer, hein, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé aussi autour de la puissance de l'image, des collectifs, avec des scientifiques d'ailleurs, avec des ingénieurs en fait aussi, et qui sont parus aussi dans les années, je ne me souviens plus, 2006, 2007, enfin on pourra en parler plus tard, mais donc... Je ne sais pas, moi je ne peux pas vous dire actuellement, il faut, voilà, il y a un tel, mais c'est évident qu'il y a cette prise de conscience et qu'il y a des choses qui se font. Voilà, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui paraissent. En France, on a un problème de traduction. C'est-à-dire qu'il y a des textes, moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un historien de la photographie, Bartan, qui est allemand, qui a été traduit juste par la revue Inframens d'Arles il y a 2-3 ans par l'ancien directeur d'Arles, Talbot. Moi, voilà, qui a été invité, je ne sais pas si tu l'avais croisé, enfin qui a été invité mais qui ne fait pas du tout partie, voilà. Et donc, moi je suis persuadée qu'il y a des choses qui existent, en effet. On sent qu'il y a des mouvances. Il y a eu une journée d'études il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, à Beaubourg, où en fait il y avait juste, voilà, c'était des historiens de la photographie, et moi j'étais pas conviée, et d'autres gens non plus, mais on voyait bien que c'était aussi un constat qu'ils faisaient. Voyez, donc je pense que il y a ce constat. Après, pour vous dire, il y a certaines choses, mais il y a un archipel d'ouvrages qui travaillent autour de ça, sans l'énoncer peut-être aussi clairement, parce qu'après tout, on peut l'énoncer différemment aussi, hein, mais puisqu'on voit bien qu'il y a des gens d'horizons très différents maintenant qui s'intéressent à cela, et ça, je pense. Et on rencontrera des gens qui ne sont pas dans un milieu spécifique à la photographie, justement. On sent qu'il y a cet intérêt, voilà, ou quelque chose qui se construit. Voilà, pour ce que je peux vous répondre, sans citer qui que ce soit. Jacinto, peut-être sur l'actualité de l'agentivité, justement, parce que la récente traduction de l'ouvrage de Paul Xell sur l'agentivité marque un peu un tournant aussi. Oui, enfin, donc pour compléter un petit peu ce que dit Michel à l'instant, en effet, ce sont des anthropologues qui travaillent beaucoup là-dessus, et notamment des anthropologues allemands ou des historiens de l'image en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ça s'appelle le Bildact, c'est-à-dire l'acte d'image. Ils travaillent dessus depuis 30 ans, donc, sauf qu'il y a peu de traduction. Bildung et Bild, la formation. Et Bild, ça veut dire image, et acte, c'est l'acte d'image, et donc dans le fameux Herzbergkamp d'ailleurs, et d'autres.
Et donc les anthropologues travaillent beaucoup là-dessus. Alors, il y a aussi des choses assez curieuses avec la neurologie. Ils travaillent beaucoup les sciences cognitives, donc il y a beaucoup de liens aussi avec les sciences. Alors là, c'est la question de la représentation au sens là, cognitif et neuronal. Et donc il y a des points et des passages. Et puis en effet, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette notion d'agentivité, qui est une notion à la fois de philosophie et d'anthropologie. Alors il y a un anthropologue, donc le livre a été traduit il y a peu de temps aussi, de Alfred Gell, qui s'appelle L'art et ses agents, et qui donc justement lui est anthropologue et travaille beaucoup sur les liens entre les images au sens très large, les fétiches, les sculptures, enfin anciennes ou d'autres civilisations, d'autres ethnies, et il fait un parallèle avec justement l'art contemporain. Il y a beaucoup de ponts entre l'art du XXe siècle, ou l'art contemporain, c'est l'île des années 90, 1992 je crois, et justement l'agentivité ancienne. Alors par rapport à ce que disait Michel, c'est vrai qu'il y a par exemple il y a un livre de Louis Marin qui s'appelle Pouvoir de l'image, il y a les anthropologues, donc c'est une vieille question, sauf qu'en effet tu as tout à fait raison de dire que ça change, il y a une approche tout à fait différente, et c'est dû aussi au fait que l'agentivité, enfin cette espèce d'interaction entre les images et nous par rapport aux images, change aussi beaucoup parce que le matériau lui-même change, le support et le matériau, c'est-à-dire les tablettes, les écrans, enfin l'image devient quelque chose de tout à fait différent, parce qu'avant c'était la photographie, le cinéma, la télé, le téléviseur, et là bon il y a beaucoup de choses, il y a des images qu'on peut projeter maintenant à cause justement des technologies sur des immeubles entiers qui font des choses absolument incroyables, ou les tablettes, enfin, donc il y a aussi la démultiplication des images qui fait que du coup on est obligé de repenser complètement de A à Z cette question. Et donc en effet, l'interaction avec ces images et leurs usages sont gigantesques. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait qu'il y avait autant d'images, il y aura plus d'images chez Jean-Paul que d'êtres humains, et c'est déjà le cas, hein, il y a des millions d'images tous les jours, et donc du coup on est aussi submergé par tout ça. C'est la question de la mémoire des images, parce que là on peut plus, c'est les machines qui prennent en charge cette mémorisation des images. Et du coup, du point de vue de la capacité de chacun individuellement de sauvegarder cette mémoire, c'est extrêmement difficile. Donc on est très dépendant des techniques et des technologies, donc ça devient aussi un vrai problème, et donc il faut repenser complètement cette relation, cet usage. Et les anthropologues, l'intérêt, c'est que ce sont des anthropologues actuels qui travaillent sur les images actuelles. Ce n'est pas seulement un travail sur le passé, sur les civilisations plus anciennes, même si c'est aussi le cas, mais il y a à la fois des choses qui sont demeurées un peu les mêmes, c'est-à-dire l'humain étant ce qu'il est, on a un peu les mêmes choses qui reviennent, y compris à partir de l'Égypte ancienne par exemple, mais en même temps ils essaient de repenser en tant qu'anthropologue actuel, la société actuelle et la façon évidemment dont ça se passe, puisque évidemment l'un des grands changement, outre cette démultiplication de l'imagerie et des productions et des techniques, c'est que ça devient mondial. C'est-à-dire c'est sans doute la première fois dans l'histoire de l'humanité que tout est mondialisé, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, et donc du coup là, on est aussi, on revient à cette histoire de l'usage, puisque la chose que tu citais de Trump, c'était à propos d'une image qu'il avait vue en effet des enfants qui étaient gazés au gaz sarin. Oui, mais bon, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Oui, voilà ce qui a été dit. Et donc du coup, là, en fait, cette image qu'on a vue après partout, donc du coup, on est un peu aussi pris dans quelque chose qui est une sorte de réception individuelle, subjective de ces images qu'on peut voir sur nos écrans ou sur nos tablettes, et en même temps qui sont des images que des millions de gens voient en même temps. C'est-à-dire c'est assez curieux c'est-à-dire que, et on le sait, c'est-à-dire que tout le monde sait que les autres savent, enfin, donc c'est quelque chose qu'on peut pas, et qu'on a du mal à penser, c'est-à-dire qu'il faudrait des outils énormes pour le penser à la fois géopolitiquement, parce qu'il y a aussi un usage géopolitique des images, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces images politiques ou de guerre, etc., qui sont très utilisées. Il y a une dimension politique très importante aussi, bon, on n'a pas trop évoqué, mais on ne peut pas tout faire, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire l'usage géopolitique qu'ont fait ces images, que ce soit des preuves, etc. Bon, l'exemple typique qu'on a souvent cité, c'est les fameuses images qui avaient été montrées par Colin Powell au moment de l'attaque en Irak, et il avait montré par des images satellites, qui étaient en fait fausses. Et donc c'est à partir d'images qu'on avait prouvé à divers gouvernements qu'il fallait s'emparer de l'Irak, et qui sont des images fausses, comme l'a reconnu d'ailleurs Tony Blair par la suite, et Colin Powell lui-même, c'est-à-dire qu'en fait c'était des fausses vraies images, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc là il y a eu un usage, qui a eu une catastrophe gigantesque, il y a eu des milliers de morts,
Et donc il y a aussi cette dimension-là, hein, c'est-à-dire que quand on parle d'agentivité, d'usage des images, il y a aussi des images qui font agir pour des choses atroces. Il ne faut pas oublier cette partie-là, qu'on n'a pas trop développée, ni même dans le bouquin, mais ça serait quelque chose à faire. Bon, d'autres l'ont fait, ça a été exploré, mais cet aspect négatif et destructeur de l'image est important. Quand on parle du pouvoir, là pour le coup, destructeur, ça existe aussi. Et c'est pour ça que anthropologiquement c'est intéressant de voir d'autres points de vue, d'autres disciplines, et comment justement ces anthropologues essayent de repenser en quelque sorte l'humanité de l'homme, terrible, mais il faut penser cette dimension violente et destructrice et négative. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Toutes les images, enfin les images ne sont pas neutres en général, et en plus certaines sont faites pour justement manipuler aussi les gens. C'est le b.a.-ba des images politiques et de la télé. Il y avait une question. Oui. Par rapport au flux d'images, j'ai l'impression que ça a toujours existé, cette problématique du flux d'images. Quand vous dites maintenant que les images traversent le monde en une seconde ou comme ça, en lisant des articles dans Transborder, j'étais très surpris de voir les articles concernant les musées de la photographie documentaire du début du XXe siècle, où j'avais l'impression d'être dans la problématique de maintenant. Comme si l'image, l'arrivée de l'image, l'arrivée de la photographie bouleversait dès le début quelque chose de très fort. Je m'arrête là. Oui, complètement. De toute façon, ça a toujours été, la question de la rupture photographique, c'est l'automatisation d'une production, et qui de toute façon, dès 1840, a été vue comme un danger pour la production des images en général, mais aussi pour cette idée de recouvrement de la carte par le territoire, du territoire par la carte en fait. Et effectivement, le problème des musées de photographie documentaire, c'est que dès le départ, ils étaient confrontés à la masse. C'est-à-dire comment l'idée même du musée de photographie documentaire n'est pas seulement une histoire de classement, c'est essentiellement de pouvoir retrouver les images. C'est ce qu'ils expliquent très bien dans l'article. C'est-à-dire que, effectivement, comment faire un musée de photographie documentaire essentiellement alors que vous êtes obligé de prendre en compte une quantité d'images qui est d'emblée infinie parce qu'elle est sans arrêt en production et en reproduction elle-même. Oui, mais c'est ce qui est hallucinant, c'est de lire ça au début du XXe siècle et que maintenant, je me dis que ça doit être... Et qu'est-ce que ce sera à la fin du XXIe? Voilà, on dira, mais là c'était la préhistoire. Mais c'est la pertinence aussi de ce terme de mémoire, parce que du coup, il y a des physiologues et des scientifiques qui travaillent autour des sciences de la cognition, qui travaillent sur justement, non plus ce désir d'archive et ce besoin de mémoire, mais ce besoin d'oublier. Et donc ça, ce sont des recherches. Alors nous, on le sait psychologiquement, il y a une maladie qui fait que si on retient tout, on est malade. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, on ne va pas très bien. En revanche, nous, on fonctionne parce qu'on a cette capacité d'oublier. Voilà. Et du coup, cette notion, cet engouement pour l'archive, pour la mémoire qui s'explique et qu'on ne va pas du tout critiquer, mais n'empêche que il y a actuellement, de manière un peu prospective, des chercheurs qui travaillent sur justement cette nécessité de ne pas tout garder. Donc ça pose aussi la question de l'institution qui est un musée. Et l'institution qui est un musée pour la photographie comme pour les pièces artistiques, c'est quand même une institution qui authentifie une œuvre d'art. Et la quête de beaucoup d'artistes, heureusement qu'il y en a qui ne sont pas dans les musées, mais quand même la quête d'un artiste, et du coup un des premiers théoriciens sur le pouvoir d'image, David Friedberg, disait, si vous voulez que quelque chose soit retenu, il faut que ça passe dans un musée. Le geste du Champien au début du XXe siècle, ça a été cela aussi en fait. Amener dans le musée un objet qui n'était pas dû à le musée. Donc tout ça pour revenir au fait que
ce qui est très bien en effet dit dans ces articles, ce que vous nous énoncez, ce que reprend évidemment Paul-Louis en tant qu'historien, c'est aussi une question un peu aussi, je dirais, anticipatrice sur cette question, est-ce qu'on garde tout? Est-ce qu'on archive tout? Qu'est-ce que c'est que ce désir qui est maintenant exponentiel de mémoire? Et ça, c'est une vraie question, à mon avis, je ne suis pas historienne, et je pense que, n'empêche que c'est une vraie question à poser à des historiens. Et pas qu'à des historiens, chacun d'entre nous, mais quand même, voilà. Et alors ça, c'est difficile. Hein. À mon avis, ça va être difficile. Mais il y a des gens d'autres disciplines qui travaillent là-dessus. Donc je trouve que c'est intéressant aussi. Moi, je me demande si la contemporanéité aujourd'hui de l'image, on parlait de fluide, mais on oublie de parler de flux. Et j'ai l'impression que le flux des images, il y a aussi une autre notion qui est la vitesse. Et voilà. Et je crois que c'est pas des protocoles qui font qu'elles disparaissent au bout d'une minute. Exactement. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans l'accumulation d'images arrangées ou archivées. Absolument, on est d'accord. Mais on est dans une vitesse d'image où il y a des artistes qui ralentissent. Oui, oui. Et qui se posent la question de comment ralentir ce flux pour pouvoir enfin regarder. Parce que c'est pas parce que je disais qu'on revenait à un certain modernisme. Parce que c'est les milliards d'images qui dépassent les humains qui fait qu'on déjà on ne peut pas tout retenir, mais surtout on ne regarde pas. On doit défiler quand on voit avec Instagram et toutes ces choses-là. Et on a quelques étudiants qui réfléchissent là-dessus et quelques artistes qui réfléchissent à cette nouvelle notion de vitesse ou de ralentissement qui fait que peut-être ralentir ce qui est en train de se passer permettrait de regarder enfin ou de réfléchir ou de s'arrêter pour regarder ce qui est en train de se faire ou en train de ce qui se passe. C'est une belle... C'est bien pour finir. Et la parole d'un artiste en plus, hein. C'est très bien. Bon. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Peut-être qu'il y avait des questions.